Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on ne veut vraiment plus entendre parler d'Allemands morts. Salut, moi c'est Marie et je suis une star. Et moi c'est Anaïs et je n'ai jamais eu de relation avec un épouvantail. Cette semaine, on poursuit notre saison Vilaine Fille avec la plus vilaine de toutes les filles et un de mes nouveaux films d'horreur préférés, Pearl, de Ti West, sorti en 2023. Pour savoir tout ce que Marie avait prédit sur Pearl, n'oubliez évidemment pas d'écouter notre épisode à l'affiche, diffusé il y a quelques jours. Marie, j'étais très impatiente de te faire découvrir ce film, que j'adore un peu plus à chaque nouveau visionnage, mais j'avais un peu peur que tu sois pas du tout réceptive. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Oh bah c'est bien, hein. C'est pas mon film d'horreur préféré de tous ceux que tu m'as montrés, mais c'est divertissant, c'est subversif, Mia Goth est vraiment excellente. Et puis j'ai bien aimé l'esthétique et tout ça. Non, franchement, c'était assez plaisant à regarder. On en avait parlé dans l'épisode à l'affiche, c'est un film d'horreur, mais je t'avais dit que ça fait pas du tout peur. Alors, est-ce que ça fait peur ou pas ? Non, c'est dérangeant, ceci dit. Et je pense que c'est dérangeant parce que c'est marrant, tout à l'heure, je regardais un peu parce que c'est un film qui est devenu très, très populaire sur TikTok à sa sortie. Il y avait Vulture, un magazine en ligne qu'on aime beaucoup, enfin qui fait partie de New York Mag, qui avait fait un article sur le genre des Good for Her movie, donc tant mieux pour elle. Et en numéro 1, ils avaient mis Pearl. Tout à fait. Et en fait, ce qui ressort vachement de cet article ou des commentaires qu'on peut lire sous les vidéos de TikTok, c'est à chaque fois les gens disent bizarrement, je m'identifie vachement à elle. Et quand elle fait son monologue ou des choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui disent je sais que je devrais pas, mais en fait, je comprends vraiment ce qu'elle traverse. Et je pense que c'est ce qui fait le brio du film et c'est ce qui le rend assez dérangeant aussi, c'est-à-dire que on la comprend et en même temps la façon dont elle vrille n'en est que plus terrifiante et dérangeante, c'est-à-dire que on peut très bien ou très satisfaisante. Moi perso, je suis ravie de l'avoir vrillée. Moi je l'adore. Mais du coup, je dirais pas que ça fait peur. Je vois qu'il y a un extrait qui s'appelle Jump 1, donc j'imagine que j'ai crié. Mais dans l'ensemble, c'est pas un slasher, évidemment. Mais il y a un côté un peu plus dérangeant. Enfin, si, c'est un slasher, mais... Oui, c'est un slasher, mais c'est pas un slasher comme Halloween. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il y a pas de suspense, quoi. Il y a pas de... Moi, je trouve qu'il y a du suspense. Ben, en fait, non, parce que t'es de son côté à elle. Et c'est elle qui tue les gens, tu vois. Oui. Là où j'ai peur dans un film, c'est quand je suis du côté des victimes et que j'ai peur qu'elles se fassent tuer. Là, on est de son côté... Enfin, c'est un peu comme Midsommar. Midsommar, t'as pas vraiment peur parce que tu sais qu'elle va pas se faire tuer, elle. T'es plus curieuse de voir ce qui va se passer autour d'elle, quoi. Je dirais que tes réactions pendant le film contredisent un peu ce... Sur le fait que ça fait peur ? Ouais, enfin, sur le fait que t'as beaucoup ressenti le suspense aussi. Ce que j'en ai gardé, c'est pas du tout l'impression d'avoir été en tension comme j'ai pu l'être devant Halloween ou comme j'ai pu l'être devant Conjuring ou The Descent, mais vraiment pas du tout. Non, mais c'est clairement pas le même genre de film. Hein. Oui, mais du coup pour moi c'était plus que tu te demandes ce qu'elle va pouvoir faire et que c'est presque comme une comédie cringe, sauf que c'est un film d'horreur cringe, tu vois, où t'es un peu genre t'as envie de masquer tes yeux parce que tu te dis ah non mais qu'est-ce qu'elle va faire à nouveau, quoi. Enfin c'est plus dans ce sens-là que je trouve qu'il y a du suspense que dans le sens j'ai peur pour elle. J'ai vraiment pas peur pour elle. C'est pas ce que je sous-entendais, hein. Enfin je sais que t'as pas peur pour elle, mais pour moi le suspense du film fonctionne quand même très très bien, même si on est dans sa perspective à elle, et c'est pas toujours le cas d'être dans la perspective du tueur plutôt que des victimes, mais il y a quand même une montée en tension narrative qui est très réussie, je trouve. Oui, ça je suis d'accord. Bon, c'est dérangeant de ouf, meuf. Tu me fais regarder des... C'est vrai ? Bah, évidemment. Oui, c'est dérangeant. Dérangeant comme Shining ? Ouais, même un peu plus, je pense. Ah ouais ? Dans le même esprit, mais un tout petit peu plus, parce que il y a un côté, c'est une jeune femme. J'arrive plus à me projeter dans son personnage à elle que dans le personnage du père dans Shining, quoi. Ouais, je trouve ça du coup plus dérangeant à mon niveau. Il y a un côté, c'est creepy, quoi. Enfin, ça s'infiltre sous la peau. Il y a un côté un peu, et dans ce sens-là, évidemment que la tension fonctionne bien. Ouais. Alors moi, j'avoue que j'ai un ressenti assez différent avec ce film. On va l'entendre. Je me suis dit, ça fait pas peur. Non, mais c'est creepy, quoi. Pour moi, c'est trop feel good. Feel good ? Je sais pas. Pour toi, c'est pas feel good ? Non. Non, c'est pas feel good.
Non, après, il y a un côté, bon, on va en parler, mais il y a un jeu qui est fait sur l'image. On dirait que c'est filmé en Technicolor. Ça fait très film des années 50, du vieil Hollywood et tout ça. Il y a plein de clins d'œil, d'ailleurs, aux magiciens d'Oz ou des œuvres de ce genre. Dans ce sens-là, tu baignes dans un univers qui est assez merveilleux. Mais j'appellerais pas ça un film feel good. Mais après, je sais que tu as ta propre définition du terme et que des choses qui te font feel good ne font pas feel good de la plupart des gens. C'est-à-dire Alien, tu le regardes pour t'endormir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais oui, mais là c'est différent. Non, pour moi c'est vraiment. Enfin, j'adore la musique et l'univers esthétique du film. Effectivement, il y a quelque chose de très beau, en fait, de très esthétisé et de très plaisant. Mais moi, c'est vraiment la trajectoire de Pearl, en fait. Enfin, ça me détend vraiment. Je suis en joie quand je vois Pearl péter un câble. Je trouve qu'il y a quelque chose de si subversif et d'une manière tellement jouissive que ça me fait vraiment du bien et c'est une manière d'exorciser toutes les choses dont on a souvent parlé ici, c'est-à-dire l'incapacité en tant que femme à montrer des émotions qui déborderaient du cadre, à être trop pathétique, trop émotive, trop en colère, trop en demande par rapport à nos partenaires romantiques. Et elle, en fait, elle est tellement en demande, elle est tellement pathétique, elle dit des choses qui sont tellement désaxées. Et c'est une psychopathe, elle tue tout le monde. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est une transposition extrême et extrêmement violente de plein de choses que les femmes ne peuvent pas s'autoriser, et notamment la démesure d'émotions et de colère. Et donc, c'est de ça dont on avait parlé aussi dans notre livre sur les psychopathes. Évidemment, ça veut pas dire qu'on dit « Ouais, les psychopathes, trop cool, les meufs qui tuent des gens », c'est pas ça. Mais la violence étant quelque chose qui reste absolument interdit aux femmes, et l'agressivité étant quelque chose qu'on va retourner contre les femmes, même en disant « T'as tes règles, enfin, tu vois, calme-toi, t'es pas assez chill ». Qu'en fait, voir un personnage qui est peut-être le moins chill de l'histoire de la fiction, avec Pearl, je trouve que c'est vraiment très, très jouissif à regarder. Je trouve que dans Midsommar, sa trajectoire était plus jouissive pour moi parce qu'il y avait un côté, les gens qui mouraient autour d'elle le méritaient vraiment, quoi. Ouais. Et elle avait traversé des choses tellement dures que j'avais envie, ça me faisait plaisir. Pour moi, c'était un happy ending à la fin, quoi, quand son mec, spoiler alerte, est brûlé vif. Mais là, il y a moins ce sentiment-là, quand même. Oui, après... on est quand même obligé, pour un film d'horreur, de bâtir les personnages qui vont mourir de façon à ce qu'on se dise qu'ils l'ont un petit peu cherché. Et c'est le cas pour tous les personnages qui meurent dans Pearl. Sauf le père. Moi, je pense que la relation de Pearl avec son père... Oui, elle est incestuelle, donc il y a peut-être quelque chose derrière. Ça, c'est ça. Elle a l'air d'avoir quand même une telle rancœur envers lui et en même temps un rapport très incestueux. Moi, en tout cas, dès le premier visionnage, je m'étais un petit peu demandé ce qui s'était passé avant qu'il devienne infirme, puisque quand le film démarre, il est en fauteuil roulant, il est incapable de parler, donc on ne sait pas du tout quel est leur rapport. Mais c'est vrai que tous les autres personnages, c'est pas des personnages qui sont foncièrement agressifs ou méchants, tous. Mais quand ils meurent, moi je me sens pas particulièrement triste, que ce soit la belle-sœur, que ce soit la mère ou le fuckboy, le projectionniste. J'avoue que... Non, moi non plus, je ressens pas de tristesse. Mais et je ressens notamment pas non le plus projectionniste. moi, le projectionniste, vraiment, ça me... Pour moi, c'est de la SMR quand il meurt, quoi. Ah, moi non. Non, parce que je le trouve pas horrible au final, le projectionniste, on va en parler. Mais... Est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes ? Alors Pearl, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vit sur une ferme au Texas avec une mère allemande très sévère et très dure qui lui interdit de sortir et d'avoir une vie. Il faut savoir que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale et pendant aussi la grande épidémie de grippe espagnole. Donc sa mère est terrifiée à l'idée qu'elle ramène la maladie à la maison et son mari à Pearl est en train de se battre dans les tranchées en France. Donc, elle est très isolée, elle vit avec ses deux parents, donc ce père infirme dont elle doit s'occuper et cette mère assez castratrice, et elle ne rêve que d'une chose, c'est devenir une star, et elle pense qu'elle va devenir une star et s'échapper de cet univers-là, sauf que ça va pas vraiment se passer comme elle aimerait. On observe chez elle des petites tendances psychopathiques dès le début, qui vont être de plus en plus exacerbées et qui vont s'exprimer de plus en plus fort contre son entourage. Voilà. Tout à fait. Comment tu décrirais Pearl ? Pearl, elle a un côté assez enfantin parce que Mia Goth a ce côté-là. Elle a une petite voix très fluette. Elle marche de façon assez enfantine aussi. En plus, pendant la majorité du film, elle gambade beaucoup. Elle gambade et puis elle est en salopette. Donc, elle a une démarche assez juvénile aussi. Donc, elle a un côté un peu, on a l'impression que sa croissance a été empêchée, quoi. Donc, et en puis plus, elle est censée être assez jeune. Je pense qu'elle a à peine 18 ans. À mon oui, avis, oui. Mais on sent aussi que c'est une femme, mais c'est pas vraiment une femme, quoi. Et ça correspond aussi au fait qu'elle est complètement infantilisée par sa mère.
qu'elle vit encore avec ses parents et qu'elle est dans ce rapport où elle est très rêveuse, elle vit dans un monde imaginaire, quoi. Elle n'est pas du tout ancrée dans la réalité. Et à côté de ça, c'est un portrait assez touchant au final. Et ben à côté de ça, elle aime tuer des animaux avec une fourche et les nourrir au crocodile qui vit dans la mare locale. Tout à fait. Et clairement, elle a des petites envies de meurtre. Est-ce que le personnage t'a plu ? Oui, évidemment. De toute façon, ce film, ça s'appelle Pearl, mais c'est ce personnage, quoi. Pour moi, il y a... Et c'est surtout Mia Goth. S'il y avait une actrice moins talentueuse dans le rôle, ça fonctionnerait pas du tout. Mais là, elle est vraiment excellente et du coup, ça fonctionne vraiment très, très bien. Oui, pour moi, c'est vraiment un écrin pour son talent, encore plus que les autres films de la trilogie. Et c'est un personnage féminin qui est tout de suite devenu culte à travers des mèmes sur les réseaux sociaux. Mais le personnage a même été nommé par le New York Times en 2022 comme une des personnes les plus stylish, donc les plus stylées de l'année. Le personnage Pearl. Donc tout de suite, en fait, la pop culture s'est emparée de ce personnage et on comprend pourquoi. Oui. Parce que surtout dans le cinéma d'horreur, ou comme tu as pu le découvrir au fil du podcast, le rapport aux femmes est toujours un peu ambivalent. Il y a des personnages qui sont vraiment emblématiques, mais qui sont aussi pétris de sexisme. Et je trouve que là, Pearl, c'est un des très rares personnages féminins dans le cinéma d'horreur à pas avoir beaucoup de relents sexistes dans son écriture. Et je pense que c'est aussi pour ça que les fans l'adorent alors que c'est une meurtrière. C'est parce que on peut vraiment s'en emparer sans trop de culpabilisation par rapport à la représentation genrée. En tout cas, elle est très, très divertissante et j'étais ravie de voir qu'elle te faisait rire autant que moi pendant le visionnage. Okay, Daddy. Let's get you cleaned up. Thank you. You're a good friend. Emma? Well, that was the best dancing I've ever done. La pauvre. Ouais, en plus, moi, on y reviendra, mais ce que j'aime aussi avec ce personnage, c'est que elle est persuadée qu'elle devrait devenir une star, et elle rêve de devenir une star, mais elle a pas ce qu'il faut pour être une star. Non. C'est un personnage qui est médiocre, en fait. Et j'adore ça. Et d'ailleurs, tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui sont capables, très étrangement, de s'identifier à Pearl, parce que justement, c'est une fille plutôt banale qui a des rêves d'évasion. Et d'ailleurs, dès le début du film, toi aussi, tu as ressenti une identification très forte avec elle. Oui, mais je n'apprécie pas que tu me compares à quelqu'un de banal et médiocre. Non, mais... toi, tu n'es pas banal et médiocre. Mais je l'ai dit dans... Mais mes rêves étaient du niveau de Pearl, oui. C'est ça. Mais non, je l'ai dit dans les extraits, toi, tu es devenue une star. Merci. One day the whole world's gonna know my name. C'est moi quand j'avais 13 ans. Hey, don't you dare. Make me the biggest star the world has ever known. Oh, meuf. Someday I'll make it far, far away from this place. C'était moi par rapport à Bordeaux. I You made it. Sans avoir accouché avec un épouvantail, c'est plutôt chouette. C'est ça, t'as réussi à t'échapper de ta condition de bordelaise. C'est ça, non. Bravo. Jamais, j'ai quitté Bordeaux, mais Bordeaux ne m'a jamais quitté Anaïs. Sache-le. C'est vrai. Donc toi aussi, tu rêvais d'être une star quand t'étais enfant ? Oui, alors j'ai envie de dire qui n'a pas rêvé d'être une star, mais je pense que oui, très clairement, moi en plus j'avais un côté, je suis fille unique, donc je passais énormément de temps dans mon monde imaginaire. J'avais même des amis imaginaires quand j'étais toute petite, après ça m'est passé. Et j'adorais le cinéma. C'était quoi ton talent que t'imaginais, genre quand tu te voyais star ? Au début, c'était chanteuse parce que j'étais soloiste dans ma chorale et tout ça. J'avais vraiment une jolie voix quand j'étais toute petite et après ça a disparu. Je sais pas où c'est passé, mais vraiment c'est un talent qui s'est étiolé avec les années. Donc j'ai dû faire ma paix avec ça et comprendre que ça allait pas le faire. Et après, je pense que c'était actrice, mais en même temps, j'étais quand même assez fière pour pas le reconnaître parce que je me disais c'est complètement dit loulou quoi. Et donc souvent je disais réalisatrice ou styliste ou des choses comme ça, mais c'était toujours dans des cadres créatifs. Mais bon, je m'imaginais faire un discours d'acceptation, enfin d'accepter un Oscar évidemment, tu vois. Ouais. Moi, j'ai toujours plutôt rêvé d'être chanteuse aussi, ouais. Quand j'étais petite. Ouais, quand j'étais petite, vraiment. Enfin, moi, ce que j'imaginais, c'était ça, c'était chanter sur scène. Et pas du tout d'être actrice. Ça a jamais été trop ça dans mes rêves. Ah si, moi, je pense, de toute façon, ma chambre était couverte de posters, de films et tout ça, donc il y avait un truc... Ouais, moi, c'était Britney Spears. Enfin, en fait, je voulais être Britney Spears, donc je voulais être chanteuse. Après, j'ai voulu être écrivain quand même assez vite. Et j'ai un peu réussi.
Pearl a une relation compliquée avec sa mère, qui donc est allemande, a un rapport aussi très ambivalent à la guerre, du coup. Est-ce que tu veux décrire la mère de Pearl ? Disons que si vous deviez imaginer une fermière allemande émigrée au Texas en 1918, moi j'imaginerais un peu ça. C'est-à-dire qu'elle a un côté très dur. On dirait qu'on a découpé un personnage d'un film d'Anneke et qu'on l'a mise dans ce film d'horreur. En fait, elle ne supporte pas les excentricités de sa fille, parce que c'est quelqu'un qui, elle, est très terre-à-terre. On peut suspecter qu'elle-même a peut-être eu des rêves de ce genre plus jeune ou des choses comme ça, et que c'est ça qu'elle supporte pas chez sa fille aussi, parce qu'elle a quand même une collection de jolies robes. On comprend qu'il y a quand même plus derrière ce personnage que ce qu'elle laisse paraître aujourd'hui. Elle est assez bouleversée de ne plus avoir son mari. Elle le dit à un moment. En fait, elle a perdu sa vie amoureuse aussi, puisque son mari est devenu infirme. Et maintenant, elle se retrouve à s'occuper de lui comme elle s'occuperait d'un nourrisson. Et elle a énormément de rancœur par rapport à ça. Et quand elle voit Pearl, qui est encore jeune, qui est jeune mariée, qui a des rêves plein la tête, je pense que ça la rend d'autant plus aigrie. Oui, clairement. Et aussi, on comprend au fil du film qu'elle elle sait que sa fille est une psychopathe. Oui, elle a sans doute trouvé les cadavres d'animaux laissés par Pearl dans son enfance et elle doit pas être hyper à fond. Exactement. Disons que je pense pas qu'elle gère très bien cette situation, mais je comprends qu'elle soit pas hyper à l'aise avec sa fille. Oui, et puis elle est très exigeante avec sa fille. Elle lui demande de faire beaucoup de tâches à la maison et sur la ferme, mais d'un autre côté, c'est un peu la version 1918 de range ta chambre et vide le lave-vaisselle. Non, puis sa fille est là pour l'aider en fait. Enfin, c'est ça. Elle a rien d'autre à faire de ses journées que de non mais c'est vrai. Enfin, elle a 18 ans, elle étudie pas. Oui, et puis tous les hommes en fait sont partis à la guerre, donc elles sont obligées toutes les deux de se débrouiller seules. Et Pearl traîne beaucoup des pieds quand sa mère lui demande de faire plein de choses. Et c'est vrai que sa mère lui demande pas de manière très agréable, mais d'un autre côté, voilà, c'est une relation assez classique de parents à adolescents, je dirais, avec un ado ingrat qui veut pas faire les tâches ménagères et qui veut juste rêver justement d'ailleurs. Ben moi, je peux comprendre la mère. Elle lui donne une tâche et elle comprend qu'elle est en train de chanter devant les oies, quoi. Enfin, c'est pas... Elle est star, mais c'est vrai qu'elle a pas trop le sens des priorités, j'ai envie de te dire. Ouais. Après, je peux comprendre. Je comprends les deux. C'est ça. Franchement, c'est des personnages féminins assez complexes. Oui, c'est vrai. En tout cas, le personnage de la mère a donné lieu à de merveilleuses imitations de ta part. Pearl, who told you you were allowed to look into my dress? You must not have any fun. Pearl! Pearl? Hi. I do not want to hear about German death today. Pearl, why have you been rubbing yourself against the scarecrow? Pearl, why you are such a little slut? J'adore merci. J'adore l'accent allemand en anglais. C'est un de mes accents préférés en anglais, en vrai. Tu l'as dit, le film contient beaucoup de références au Magicien d'Oz. En fait, on le voit dès le début avec le générique d'ouverture. Il joue ouvertement avec les codes d'esthétique du classique Hollywood. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu dans le film ou pas ? Oui, c'est marrant, j'ai pas vu le Magicien d'Oz, même si je connais l'histoire et que je connais l'esthétique, donc je l'ai tout de suite vu, même dans les codes couleurs qu'elle a, même dans sa tenue ou des choses comme ça. Même le côté salopette, la robe chasuble de Dorothée, ça évoque un peu ça, le bleu et le blanc, l'épouvantail dont on va parler tout à l'heure. Oui, c'est ça, l'épouvantail, je pense que c'est une des références les plus ouvertes. Et puis la robe rouge, effectivement, enfin la couleur rouge, c'est une couleur très importante pour Dorothée dans le Magicien d'Oz, avec ses souliers. Et il y a notamment une des scènes où elle est en train de traverser le champ à vélo. C'est une référence ouverte au Magicien d'Oz. Donc clairement, Ti West, de toute façon, cette trilogie-là est très référencée et c'est pas du tout subtil. Il y a le côté Magicien d'Oz, mais même si on n'a pas vu le Magicien d'Oz, il y a un côté un peu Disney, en fait. Il y a un côté un peu comédie musicale des années 50 et un peu magique, en fait. Il y a toujours une petite musique avec des violons où on découvre l'univers de la ferme, avec l'oie, avec, on dirait presque Cendrillon, où, tu sais, elle parle aux animaux et tout ça, et après, elle les embroche, mais... Ouais, moi c'est ça que j'adore avec ce film, spécifiquement dans la trilogie, parce que utiliser l'ère Technicolor pour la subvertir avec un récit de film d'horreur, un slasher, c'est un peu un clash des cultures qui fonctionne très très bien. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que donc Pearl, c'est le deuxième de la trilogie, et le premier film, X ou X, se situe
sur la même ferme, mais en 1979. Et c'était pour le coup très, très, très inspiré par Massacre à la tronçonneuse, y compris dans les codes esthétiques, et beaucoup plus une référence aux films de sexploitation de l'époque, avec quelque chose d'un petit peu plus sale. Et en fait, dans X, Mia Goth jouait une jeune star du porno, enfin pas une star, mais c'est une équipe de jeunes qui veulent tourner un porno amateur sur cette ferme. Et donc, l'actrice principale est jouée par Mia Goth, elle s'appelle Maxine, et la vieille Pearl est présente sur la ferme et les deux vont s'affronter. Et en fait, les deux rôles étaient joués par Mia Goth, qui était aussi très maquillée et vieillie pour jouer le rôle de Pearl. Et c'est comme ça qu'ensuite, ils ont eu l'idée de raconter toute la jeunesse de Pearl. Et donc, pour les gens qui avaient déjà vu ce premier film, ils savaient, en fait, en voyant Pearl, qu'elle va pas s'enfuir de sa ferme, puisque 60 ans plus tard, elle y sera encore et elle continuera encore à buter. Elle aurait pu devenir une star entre-temps. C'est vrai, et revenir sur la ferme. Mais du coup, il y a aussi, en fait, le personnage de Pearl âgée dans X a une énorme fascination pour Maxine. Et on comprend, dans des confrontations qu'elles ont toutes les deux, qu'elle l'admire et qu'elle voit en elle ce qu'elle aurait pu être, une star du cinéma. Donc, il va y avoir beaucoup de références à ça dans Pearl. Et ensuite, Maxine, qui est le dernier de la trilogie, se déroule quelques années plus tard, donc dans les années 80, à Los Angeles. Et là, Maxine est en train de devenir une star de cinéma et non pas de porno. Et c'est un film qui, pour le coup, va beaucoup plus emprunter au code du giallo. Donc, ce qu'on avait vu un petit peu avec Argento à l'époque, avec Suspiria, et aussi beaucoup les films de De Palma. Donc, les trois films ont des codes esthétiques très différents. Mais pour moi, Pearl et les codes classiques Hollywood, Technicolor, c'est ce que je préfère. Il y a aussi, en fait, en dehors du Magicien d'Oz, les plus grosses références de Pearl et de cette trilogie, elles sont à deux films que t'as pas vus, qui sont Le Massacre à la tronçonneuse et Psychose de Hitchcock. Et donc, le jour où tu verras Psychose de Hitchcock, tu pourras aussi retrouver tous les énormes clins d'œil que Pearl fait à ce film-là. Pour moi, le film auquel j'ai le plus pensé, c'était Carrie, en fait. Mais c'était sur le côté plus la relation avec la mère castratrice, le fait, le matricide aussi, et la jeune fille qui perd les pédales, quoi. Enfin, je trouvais ça intéressant. Oui, complètement. Pearl est chargée d'aller récupérer des médicaments pour son père en ville. Et à cette occasion, parfois, elle va au cinéma, puisqu'elle aime bien rêver un petit peu en regardant les danseuses qui passent au cinéma. Incapable de faire une tâche domestique c'est clair. Sans se divertir. Et donc, c'est ce qu'elle fait au début du film. Après avoir acheté la bouteille de morphine de son père, elle se cale au cinéma, elle se prend une petite gorgée de morphine et elle chill un petit peu. Et ensuite, elle va rencontrer le projectionniste, joué par David Corenswet, que vous reconnaîtrez peut-être comme un des clones qu'on retrouve dans toutes les œuvres de Ryan Murphy. C'est pour ça que je l'avais vu quelque part. Avec les cheveux noirs et les yeux bleus, donc c'est un de ces hommes-là. Est-ce que tu veux décrire le projectionniste ? C'est un fuckboy de 1918, très clairement. Il a son petit scénario qu'il répète. D'ailleurs, il est habillé pareil, il a des bretelles, comme les fuckboys d'aujourd'hui. Exactement. Il a un petit scénario qu'il reproduit sûrement avec toutes ses cibles. Il la rencontre, il comprend qu'elle est fan de ciné, il lui dit qu'elle peut totalement être une star, qu'il peut lui montrer des films, elle peut venir quand elle veut. Elle finit par venir chez lui et en fait, il lui montre un film interdit et c'est un porno, un des premiers pornos en fait filmés à l'époque des films silencieux. Ce qui est aussi une référence du coup à X et quand on voit la fascination que Pearl ressent face au film, c'est un rappel aussi au film précédent de la trilogie. De toute façon, il y a tout un truc avec sa sexualité dedans qui est clairement où elle a des choses à exprimer. On le voit après. Elle a envie d'explorer, quoi. Elle a envie d'explorer très clairement. Et Howard, il est parti à la guerre, faut bien s'occuper. Hein. Mais du coup, le projectionniste... Moi, ce que j'aime bien sur le projectionniste, c'est que clairement, c'est un dragueur qui veut la séduire et qui veut coucher avec elle et qui, ça l'émoustille en fait de la choquer. Il pense que c'est une sorte de jeune innocente locale et qui va un peu l'émoustiller. Donc, c'est un fuckboy et il se retrouve totalement dépassé par... sa cible. C'est-à-dire qu'elle est complètement starbée et elle lui sort des trucs. Enfin, à un moment, elle lui dit qu'elle rêve que ses parents meurent et il est un peu désarçonné. Ça, c'est vrai que c'est très satisfaisant, quoi. Fuckboy. C'est ouf. En même temps, quand t'as une mère relou... Et un mari à la gare. Un mari à la gare. Un père dont il faut s'occuper. C'est sympa de trouver un fuckboy. Exactement. C'est ça, moi je le trouve inoffensif au final, tu vois. Pas moi.
Enfin, je sais pas. Je trouve que le moment où il lui montre la scène du porno, ça, c'est vraiment où tu te dis, c'est vraiment un connard. Parce qu'il y a un côté... on sent qu'elle a une déviance. Donc, forcément, ça lui plaît énormément. Et ça l'émoustille et ça fonctionne. Mais sur une jeune fille plus traditionnelle et peut-être plus, entre guillemets, innocente, ça peut être très, très violent comme expérience de se retrouver seule dans une pièce avec un homme qui te montre ce genre de film. Donc, il a un côté pervers, ça, c'est sûr. Il n'est pas particulièrement violent avec elle. Après, il a un comportement qui est pour moi plus similaire au comportement d'énormément de mecs dans la culture du dating moderne, même si c'est quelque chose justement vieux comme le monde, et le film le montre très bien, c'est-à-dire faire du love bombing au début, flatter la meuf en lui disant qu'elle est parfaite, lui donner un peu un accès illimité et donc lui faire croire qu'on veut passer un peu tout son temps avec elle. Et dès qu'on a couché avec elle, on devient extrêmement froid et distant et on veut plus jamais la revoir. Et c'est ça qui se passe dans Pearl. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai interprété juste après, parce qu'il lui propose de la ramener. Oui. Tu vois, enfin, il est pas en train de... Et je pense qu'il compte plus jamais la revoir une fois qu'il l'aura ramenée, tu vois. La façon dont j'ai interprété le film et sa réaction à lui, c'est que peut-être il voudrait plus la revoir après et tout ça, mais le switch dans son attitude à lui et là où il veut s'enfuir et ne surtout plus jamais la revoir, c'est quand il comprend qu'il s'est passé des choses très très bizarres dans cette maison et qu'elle est dangereuse. Donc il est effrayé par elle. Quand elle veut rentrer chez elle, il lui dit je te raccompagne. Il est pas en train de dire, il est prêt à aller sur sa ferme où il y a ses parents et tout ça. Il est pas en train de lui dire ok, rentre chez toi, tu vois. Oui, non, bien sûr, mais pour moi, c'est les deux, en fait. C'est ça que je trouve vraiment jouissif dans toute cette séquence. Et moi, c'est ma partie préférée du film. C'est-à-dire que il flippe pour des raisons totalement légitimes quand il voit qu'il lui manque une petite case à Pearl. Mais ça fonctionne aussi très bien pour moi pour refléter une certaine attitude masculine dont beaucoup de femmes, depuis la nuit des temps, se plaignent, qui est qu'une fois qu'un mec, un certain type de mec a obtenu ce qu'il voulait, que d'un coup, il se désintéresse. Et à un moment, même, elle lui dit, mais pourquoi tu deviens froid alors qu'il y a 2 minutes, tu te comportais de manière hyper affectueuse? Et évidemment, dans ce contexte-là, c'est aussi parce qu'il se rend compte qu'elle est potentiellement dangereuse, ou en tout cas qu'elle est aussi très en demande de son affection à lui et que ça le rebute un petit peu. Mais moi, j'aime bien ce mélange-là, justement. C'est-à-dire qu'à la fois, on comprend très bien pourquoi lui, il a envie de se tirer et pourquoi il devrait se tirer, parce que il est menacé par Pearl. Mais elle a un tel coup du lapin émotionnel après avoir vécu cette grande nuit avec lui et où elle lui dit, mais tu vas jamais m'emmener en Europe. Enfin, le mec lui disait juste avant qu'il allait l'emmener en Europe. Et je pense qu'elle s'est vraiment projetée sur quelque chose de bien plus grandiose que juste c'était un coup d'un soir. Peut-être que ce sera un coup de 2 soirs, mais grand max. Et en fait, ce mec, il sait à peine comment elle s'appelle, il s'en fout complètement. Il voulait juste tirer son coup. Et pour moi, le film capte très bien ça, tu vois. Le projectionniste n'est pas le seul intérêt romantique de Pearl dans ce film. Oui. Elle a aussi une rencontre assez incroyable avec un épouvantail dans le champ d'à côté. Est-ce que tu veux décrire un petit peu ce qui se passe avec cet épouvantail ? Elle le rencontre après avoir rencontré et interagi avec le projectionniste pour la première fois, et on comprend qu'elle est un peu émoustillée par ce qui vient de se passer. Et sur le chemin, elle perd justement, le projectionniste lui a offert à découper un morceau de pellicule pour elle. Et elle le perd dans un champ, et donc elle commence à courir dans le champ pour essayer, c'est un champ de maïs, pour essayer de le récupérer. Et elle se retrouve nez à nez avec un épouvantail. Et elle... Fort séduisant. C'est un épouvantail. Elle l'escalade, elle grimpe l'échelle pour atteindre le niveau de la bouche de l'épouvantail. D'ailleurs, il y a un merveilleux moment d'une demi-seconde où elle s'arrête alors que son visage est au niveau de l'entrejambe de l'épouvantail. Très subtil, mais ça fait son petit effet. Elle commence à embrasser goulûment l'épouvantail, mais vraiment, elle y va, quoi. Enfin, on dirait un roulage de pelle de 5e, quoi. Enfin, elle y met du sien. C'est sportif. Et elle finit par carrément jeter l'épouvantail par terre et elle lui grimpe dessus, elle se frotte contre lui et elle se masturbe sur l'épouvantail jusqu'à jouir de façon très sonore au milieu de ce champ. Mon moment préféré de tout le film arrive juste après, mais tu parlais pendant que ce moment est arrivé, en fait, quand on a regardé le film, mais c'est que une fois qu'elle a atteint l'orgasme, elle se relève et elle hurle sur l'épouvantail comme une réprimande. Elle lui dit « Je suis mariée !» I'm married. Et vraiment, ça, pour moi, c'est mon moment préféré. J'adore. Oh là là. Elle a un gros bateau casque. Ouais. Je l'adore. C'est une romantique au fond, tu vois. Ah bah oui, ça c'est sûr. Non, mais je comprends. On est tous
tous passés par là. Pour éclaircir juste, elle est en train de danser avec l'épouvantail à ce moment-là. Elle n'est pas encore en train de se frotter contre lui. Oh, meuf. Respecte-toi. Dans tous les cas, avant même qu'elle se frotte à un épouvantail, et d'ailleurs, c'est son droit, on comprend quand même assez vite, dès la séquence d'ouverture, qu'elle a des petites tendances violentes, puisque elle aime beaucoup discuter avec ses animaux. Là aussi, c'est quelque chose que Dorothy aime bien faire dans Le Magicien d'Oz, sauf qu'il y en a un qu'elle apprécie pas particulièrement et qu'elle décide de tuer au bout de 5 minutes de film. C'est une oie. Et ça t'a un peu fait de la peine. Bah quand même. Oh non. Mais non. T'as pas le droit. Oh, je tombais. En même temps, si le foie était à point, ça peut faire un beau foie gras. Oui, mais le truc, c'est qu'elle ne va pas faire un foie gras. Elle va jeter l'oie au crocodile. C'est ça, puisque le crocodile, ou c'est un alligator d'ailleurs, je pense, peut-être. Mais je sais pas. Alors ouais. ça, vraiment, j'ai jamais su la différence entre les deux. Mais je crois qu'il y a plus d'alligators, en tout cas, dans le sud des États-Unis que de crocodiles. D'accord. Cet alligator est aussi très présent dans X. Et donc là, on a aussi un peu l'origin story de Theda, l'alligator. Elle a un rapport assez complice avec avec Pearl. C'est sa meilleure amie. C'est ça. Et je pense qu'elle aime beaucoup, effectivement, la nourrir. Et il y a un moment où elle envisage même de lui donner son père à manger. Ouais. Elle va le donner à manger au croco. Oh, mais... Elle est un peu coincée, la pauvre. Elle veut devenir une star, mais ses parents sont hyper relous. Elle doit s'occuper de son père et tout. Et donc, elle se dit que la meilleure solution pour son père qui est infirme, c'est juste d'en faire de la nourriture pour alligator, quoi. Bah, c'est ça, elle lui dit, c'est pas une vie. Enfin, c'est vraiment horrible, quoi. C'est horrible. Ouais, je pense que elle en veut quand même beaucoup à son père. Après, elle en veut à son père, mais à la fin, c'est celui qu'elle regrette d'avoir tué. Oui. C'est vrai. Donc, parce qu'elle va pas le jeter au crocodile, il faut le dire. Elle le tue un peu plus tard, mais c'est le seul dont elle parle avec regret. Donc, moi, c'est ça qui me fait dire que, enfin, quand elle dit il méritait pas ça et tout ça, où je me dis... peut-être. Hein, après, on peut aussi, imaginer que elle a eu un rapport d'emprise extrême avec lui et que du coup, elle a pas déconstruit, bien sûr. Un amour pour lui. Et puis, je pense aussi que, comme tu le disais, en fait, pour moi, c'est paradoxalement plus facile d'imaginer ça pour accepter justement le fait qu'elle l'ait tué. C'est de me dire qu'il aurait commis quelque chose d'assez grave envers elle avant que le film démarre. Et donc, qu'on connaît pas l'étendue de leur relation, mais que elle était, entre guillemets, justifiée. Même si, rien ne justifie ce que fait Pearl dans ce film. Encore une fois, je vais être très claire là-dessus. Mais c'est de la fiction et c'est rigolo. Au fond, ce qu'on comprend quand même de la psychologie de ce personnage, c'est qu'elle veut juste être aimée. Elle veut beaucoup d'attention, c'est pour ça qu'elle veut être une star. Et elle veut de l'amour, tout simplement. On comprend très vite qu'elle en a pas beaucoup reçu avec ses parents. Et donc, quand on l'aime pas, elle se met tout de suite sur la défensive. Et ça tourne très mal très vite. Et donc, c'est ce qui se passe avec le projectionniste quand il la raccompagne chez elle après leur nuit d'amour, où il commence déjà à être un petit peu nonchalant, je dirais, avec elle, tel un vrai fuckboy. Et puis, il voit que sa maison n'est pas rangée, qu'elle se comporte d'une manière peut-être un petit peu bizarre, mais en fait, elle l'amène tout de suite dans sa chambre pour lui rouler des pelles. Et là, déjà, il commence à être un peu distant, pensant que lui, il a eu ce qu'il voulait et qu'il n'a pas forcément envie de se lancer dans une relation amoureuse comme elle le souhaiterait. Ah, mais encore une fois, moi, je l'interprète pas comme ça, là. Ah ouais. Moi, j'interprète, il était allé dans la cuisine, il a vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Il voit son père infirme tout seul derrière la table, et elle lui dit « Attends 2 secondes, il y a pas de problème. » Et elle va... Non, elle l'a rangé, le père. Mais il le voit quand même, non ? Oui, en fait, avant qu'il rentre, en gros, elle lui dit, ça aussi, c'est un peu comme quand tu ramènes ton crush chez toi et que tu lui dis, attends, parce qu'en fait, tu te rends compte que t'as laissé des sous-vêtements traîner partout avant de pouvoir le ramener. Ce qui est bien, c'est que dans toutes les situations de ce film, Anaïs peut projeter une situation. C'est ça. Bah non, mais je sais pas, t'as jamais fait ça? Quand tu ramènes quelqu'un chez toi et c'est t'as pas un peu ça que je pense quand il est en train de ranger son père infirme. Moi, oui, en fait, je pense vraiment, après, j'ai pas parlé à Ty West ni à Bia Goss qui ont écrit le film ensemble, mais pour moi, il y a un parallèle qui est voulu là-dedans. Et donc, oui, non, mais ça, c'est sûr, évidemment. Voilà, il la ramène chez elle et elle lui dit « Attends-moi dehors 5 minutes pour qu'elle aille un peu nettoyer ce qui se passe à l'intérieur. » Et donc, elle range vite fait la cuisine et surtout, elle ramène son père dans la pièce, elle le nettoie un peu puisque elle l'a laissé depuis la veille
sans soin et sans attention. Oui, parce qu'il faut peut-être dire, la veille, en fait, il y a une confrontation entre elle et sa mère, et elle a brûlé sa mère. Et ensuite, elle l'a jetée à la cave. Voilà, exactement. Sa mère encore vivante et brûlée vif. Et après, elle est allée se taper le projectionniste. Exactement. Donc, le projectionniste, quand il revient, moi, je veux pas me faire la défenseur du projectionniste, mais il arrive dans cette maison. Oui, c'est un peu une scène de crime, quoi. Tu sens, déjà, il voit le porc, il y a un cochon qui leur a été offert, la mère voulait pas y toucher parce qu'elle trouvait que c'était, elle voulait pas de charité. Donc le porc, il est en train de se faire bouffer par des asticots. C'est dégueulasse. Par des asticots devant la porte. Donc il voit ça, il est déjà là. Oula, c'est quoi ce... Enfin, il est un peu genre en train de se dire que c'est une cassos, quoi. Il rentre, elle a peut-être rangé le père, mais il y a un flottement. Il voit qu'il y a des trucs qui sont tombés par terre et tout ça. Et elle l'entraîne dans sa chambre, elle commence à l'embrasser et il entend un truc qui bouge et il pense que c'est son père qui demande de l'aide ou un truc comme ça, mais il entend qu'il y a des bruits pas normaux. Et c'est là qu'il est vraiment en mode meuf, enfin j'ai vraiment pas envie de te rouler des pelles, quoi. Ayant vu ce film pas mal de fois, je crois bien que, moi en tout cas j'ai l'impression qu'il est distant dès le début et il le devient de plus en plus et il devient légitimement effrayé par ce qu'il est en train de découvrir. Mais dès le début, on comprend que, en tout cas, il est beaucoup moins motivé que avant qu'il l'ait pécho, évidemment. Quoi. Ouais. Et donc là, effectivement, elle l'amène dans sa chambre. Elle est en mode on va partir en Europe, je vais devenir une star. Enfin voilà. En plus, elle a un côté très collant, très cringe, comme tu l'as dit au début du film. Et lui, il ressent tout ça. Il n'a pas du tout envie. Et effectivement, il commence à entendre taper à la cave. Il dit qu'est-ce que c'est. Et elle finit par l'entraîner dehors. Elle lui dit c'est mon chien. On a un chien. Et ensuite, elle lui présente tous les animaux de la ferme et il lui dit « Ah, et ton chien alors ?» Et là, elle dit « Bah non, on n'a pas de chien. » Elle fait que des gaffes. Enfin, même en tant que meurtrière, elle est nulle en fait. Ouais. C'est ça que j'aime beaucoup chez elle. Et donc, toute cette séquence, moi, je la trouve extrêmement réjouissante. Et toi aussi, je crois que ça a très bien fonctionné sur toi. Oui, bah oui. Il voulait juste tirer son coup, il n'a pas compris qu'il a ciblé la psychopathe du quartier. What was that? Nothing. Oh. It's our dog. We used to have many more animals, but they all died. What about your dog? Huh? What's his name? We don't have a dog. Oh là là. Okay, God. Là, il se dit que c'est vraiment l'heure d'y aller. Et du coup, il lui fait ce magnifique move où il regarde sa montre et il dit « Oh là là, il faut vraiment que je rentre chez moi, là. C'était bien sympa, on s'est bien roulé des pelles, mais là, désolé, j'ai poney. » Et ça ne lui plaît pas du tout. Et elle se transforme en le cliché de la meuf très collante et un peu hystérique qui lui dit « Mais je comprends pas, tu m'aimais encore il y a 2 minutes et là, t'es devenu totalement froid. » Et moi, ça me fait beaucoup rire. You're lying. I'm not. Yes, you are. I know because I feel things very deeply. Look, I gotta get back to work. What did I do wrong? Nothing. Calm. No! Why are you leaving me if I didn't do anything wrong? I don't understand. That's how you like me! I do like you. I just... Tell me the truth! Why are you leaving me? What did you see? Why did you change? You're scaring me, Pearl. Okay. I wish you the best luck with En même temps, Sincerely. tant mieux pour sa gueule à lui. Quand t'as été ghosté, par exemple, ou quand t'as eu affaire à des mecs vraiment peu recommandables, peut-être plus jeunes, tu vois, quand tu savais pas encore justement repérer les red flags chez des mecs qui voulaient juste t'utiliser, je pense que toutes les meufs ont voulu faire ça et ont ressenti ça à l'intérieur, l'espèce de cri totalement hystérique et démesuré où elle est là, mais pourquoi tu me quittes, pourquoi tu m'aimes pas? C'est tellement pathétique, mais en même temps, elle le joue tellement à fond. J'adore la voir extérioriser toutes ces choses qu'on n'a pas le droit de dire, en fait, parce qu'on sait que ce serait totalement ridicule et qu'on passerait pour une folle, mais quand tu t'es ignoré par un mec avec qui ça se passait bien 2 jours plus tôt, c'est un peu ça que tu ressens, quoi. Et elle va finir par le tuer avec sa fourche, toujours, non? Tout à fait. C'est son move, en fait. Ouais, elle a c'est une son fourche. move, et c'est encore son move 60 ans plus tard. Elle a trouvé son arme de prédilection. I'm not staying on this farm! J'adore. Oh, oh, oh. Oh putain. J'avais dit que c'était feel good.
En fait, on l'entend, il y a un côté quand même vraiment comique dans l'extrême du personnage. Il faut qu'on parle de la performance survoltée de Mia Goth. Comme tu l'as dit, c'est ça qui fait le film. Sans elle, ça fonctionnerait pas du tout. Elle est aussi scénariste et productrice du film, donc je pense que c'est pas un hasard. Et à mon avis, c'est aussi pour ça que c'est mon préféré des trois, parce que c'est le seul qu'elle a coécrit. Et je pense que son intervention sur l'écriture de ce personnage a été, à mon avis, massive pour la rendre aussi jouissive et captivante et attachante malgré tous les actes qu'elle commet. Qu'est-ce que tu penses de sa performance ? Ah bah elle est excellente. Il y a énormément de moments dedans, on va en parler, mais il y a des scènes qui sont assez inoubliables dans sa performance. Elle est à la fois touchante et très inquiétante. Et drôle. Oui, il y a un côté très cathartique dans sa performance, donc ça fonctionne vraiment très très bien. C'est aussi une excellente Scream Queen. On en avait déjà parlé, c'est un gros cliché du film d'horreur et il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, je pense. Dans Nosferatu, par exemple, récemment, qui est un film que j'ai adoré, qui était pour moi un des meilleurs films de 2024, Lily Rose Depp livre une performance extraordinaire, mais elle a une scène de cri, et pour moi, le cri n'est pas réussi. C'est pas un très bon cri de Scream Queen. Là, vous venez de l'entendre dans les quelques extraits qu'on a mis, Mia Goth, quand il s'agit de crier, elle donne tout, quoi. Ah oui, c'est sûr. Puis tu sens qu'elle a pas peur d'être moche, quoi. Ouais, exactement. Il y a 3 scènes phares qui se détachent selon moi pour vraiment mettre en avant la qualité de sa performance et qui sont les scènes d'ailleurs que l'Académie des Oscars a postées sur Instagram l'année dernière en mode « Waouh, elle était géniale » et ils l'ont même pas nommée, donc j'avais envie de dire « faudrait savoir ». La première scène, c'est la scène de l'audition, qui est un peu le point culminant émotionnel du film, puisqu'elle l'attend depuis très longtemps, cette audition. Est-ce que tu veux décrire ce qui se passe ? Il y a une église qui recrute une actrice une danseuse pour son spectacle et pour faire une tournée dans tout l'État. Et donc, sa belle-sœur, la sœur de Howard, son mari, lui en parle et elle décide d'y aller ensemble. Et pour elle, en fait, dans le film, on comprend que c'est le point d'orgue de sa vie, c'est sa seule chance d'échapper à son quotidien sur la ferme. Et ce qui est assez marrant, c'est que jusqu'à ce moment, quand même, on peut se demander si elle a du talent ou pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Si oui, on se dit, on va peut-être avoir un moment Star is Born où en fait, elle va se révéler et sa vie va changer. Mais très talentueuse. C'est ça. C'est une très belle scène parce que ça se passe dans une église américaine, les églises en bois blanc, là, un peu isolées au bord d'une route. Et puis, elle met une robe rouge, elle pique une robe rouge de sa mère. Donc, c'est vraiment très, très joli. Enfin, au niveau des couleurs, c'est assez magnifique. Et elle finit par faire son audition et disons que au niveau du talent, il y en a pas trop. Non. Mais elle donne tout, hein. Elle donne tout, et elle y croit. C'est ça c'est un peu comme Florence Jenkins. C'était ça, je crois, le film avec Meryl Streep où c'était très émouvant parce que c'est l'histoire réelle d'une femme qui donnait des concerts, qui était très riche et qui s'était même offert de se produire sur une des plus grandes scènes new-yorkaises et tout ça pour chanter. Et les gens allaient la voir parce que c'était ridicule et pour rire, quoi. Mais elle s'en rendait pas compte. Elle pensait vraiment qu'elle avait un grand talent. Et on sent que Pearl, elle a ce même genre de déni. Oui, en plus, il y a un procédé qui est devenu assez classique, effectivement, dans d'autres films aussi, où on la voit avec le décor qui change subitement derrière elle. Donc, elle est en train de vivre son fantasme de danse, de cancan, avec des décors somptueux, avec plein de danseuses qui la rejoignent sur scène, tout ça. Mais la réalité, c'est qu'elle est en train de faire à peu près la même danse que Diane Keaton dans le Club des Ex. Dans le Club des Ex. Pas ouf. Et évidemment, elle se fait recaler. Et là, ça donne lieu au moment le plus culte de ce film, qui avait beaucoup circulé sur Internet. Et donc, c'est vrai que je me demandais si tu avais eu l'occasion de le voir ou pas. T'as pas beaucoup réagi pendant ce moment. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Oh, c'est très drôle. No, I'm sorry. No, I'm a star! Please, I'm a star! I'm sorry. Please, somebody help me! Je sais pas si ça rentre dans la définition de camp, mais je trouve que c'est assez camp, en fait. Tu vois, pour moi, il y a un côté où je peux voir aussi dans Drag Race, je peux totalement voir des drag queens qui reprennent ce moment-là. Oui, et pour moi, en fait, c'est encore une fois cette manière extrême qu'elle a de jouer, où elle hurle et elle pleure en même temps. C'est ça qui fait que le film est réussi. Moi, je l'ai vu à Venise pour la première fois, puisqu'il était sélectionné à la Mostra. Et j'y étais allée un peu dubitatif, parce que j'avais pas trop aimé X. Et donc, je voulais le voir parce que film d'horreur, je suis à Venise, je veux quand même checker ce que ça donne. Et je me souviens de ce moment, et il y avait eu aussi d'autres moments, et le moment où elle tue le projectionniste, mais
où effectivement, ça glisse vers le camp et il y a quelque chose de tellement assumé jusqu'au bout que j'ai trouvé vraiment jouissif, surtout parce qu'on sort d'une période dans le cinéma d'horreur qui a été qualifiée de elevated horror. On en avait parlé au moment de Midsommar, ce qui a donné de très très beaux films d'horreur, mais aussi des films d'horreur parfois un peu discrets dans le côté grotesque, alors que pour moi, le grotesque fait aussi partie de l'horreur. Et là, en fait, ce personnage, il est grotesque. Ouais. Et c'est complètement jouissif. Et il y a eu évidemment plein de mèmes qui sont sortis de I'm a star, voilà, très très long. Moi, mon préféré, c'était au moment de Noël, la photo de quelqu'un qui avait mis une photo de ça en haut du sapin. Mais ouais, vraiment, en fait, c'est ça qui a fait que le film est devenu immédiatement culte, qu'il a totalement embrasé la toile, comme on dit chez les jeunes, et que tout le monde s'en est emparé après. Et c'est ça qui a permis aussi à Maxine d'exister, je pense, en tant que suite. D'ailleurs, Pearl n'est même pas sorti en salle en France au moment de la sortie, alors que Maxine, oui, parce qu'il y a eu une audience culte qui s'est développée au fil des années et qui a permis de porter la trilogie jusqu'au bout. Elle est très drôle quand elle crie, elle est aussi, selon moi, très drôle quand elle pleure. Mais calme-toi, mec. C'est pas possible. Elle a aucune retenue. Je me répète, mais moi, c'est ça que j'adore. C'est qu'en fait, je pense que c'est des moments qu'on a tous connus ou qu'on a voulu connaître. Pleurer comme ça, on le fait pas en public. Généralement, c'est très, très, très honteux et très douloureux. Et là, le fait de le voir de manière aussi assumée et publique, moi, je trouve ça vraiment génial. Et je pense qu'il y a très, très peu de rôles au cinéma qui ressemblent à ça, en fait. De rôle féminin avec une femme qui pleure de manière aussi prolongée et hystérique et drôle. Surtout, il y en a très peu où cette femme-là est l'héroïne. Parce que je pense à Liaison fatale ou à des choses comme ça où c'est des hystériques qui ont complètement perdu la boule. Elle aussi, hein. Mais elle, c'est une icône. C'est ça. C'est une meuf très stylée. Et le film sait que c'est une icône. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc, c'est que dans Liaison fatale, par exemple, le personnage de Glenn Close est devenu une icône. Oui. Très clairement, c'est une icône, enfin pareil, camp et tout ça, mais le film n'est pas au courant. Oui, et on est en empathie avec Michael Douglas. Exactement. Et elle, oui, et le c'est lapin. Plus, ouais, voilà. Et elle, c'est devenu accidentel, en fait, alors que là, le film est sur elle. C'est comme si on faisait un film sur Glenn Close. Oui, c'est ça. T'as totalement raison. L'autre scène qui est vraiment un accomplissement et qui est là pour montrer tout le talent de Mia Goth, c'est le monologue dans la cuisine. Après l'audition, elle est dévastée parce qu'elle n'a pas eu le rôle. Elle comprend aussi que c'est sans doute sa belle-sœur qui a eu ce rôle-là. Bah parce qu'ils lui disent qu'ils veulent quelqu'un de blond et... Ils lui disent pas de talentueux, mais... Non, et de plus américain. Et elle, en plus, on sent que l'immigration quand même et les origines de sa mère, c'est un truc qui est toujours un peu latent dans le film. Et les rapports de classe, c'est-à-dire que sa belle-sœur vient d'une famille beaucoup plus aisée, beaucoup plus, entre guillemets, implantée dans l'Amérique rurale que Pearl et ses parents. Et donc là, ça vient toucher un peu à toutes ses blessures à elle, appuyer sur tous les boutons. Elles rentrent toutes les deux à la ferme et Pearl lui dit « Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi ». Et sa belle-sœur lui dit « Est-ce que tu veux m'expliquer ou entraîne-toi à me dire ce que tu aimerais dire à ton mari quand il rentrera à la guerre et que tu voudras te révéler à 100% à lui ». Et donc là... Elle se révèle à 100% à lui. Elle lui dit qu'elle fait semblant d'être normale, elle lui dit qu'elle l'a trompé, elle lui dit qu'elle l'a ciblé un peu dans sa sélection aussi de partenaires parce qu'elle voulait s'échapper et qu'elle lui en veut tellement de pas lui avoir permis de s'échapper. Qu'au début, elle faisait juste du mal à des petits animaux, mais que ça a un petit peu escaladé ces derniers jours. Ouais, c'est ça. Et de plus en plus, au fil des mots, on comprend, enfin, elle lui dit ouvertement qu'elle a tué son père, sa mère, puis le projectionniste, bon. Et pendant toute cette scène, au début, il y a un chant contre chant où on voit en fait la réaction de sa belle-sœur et après pendant la deuxième moitié là où justement elle est en train de révéler les meurtres et où elle devient de plus en plus inquiétante, en tout cas pour sa belle-sœur, on voit plus la réaction de sa belle-sœur. Vraiment, c'est un plan serré sur Mia Goth. C'est un monologue qu'elle a dû délivrer d'un coup. Je pense le début, il y a sûrement des coupes, mais cette partie-là, en tout cas, c'est plusieurs minutes. C'est assez impressionnant.
Ouais, c'est un plan séquence de plusieurs minutes. C'est assez magistral. Pour moi, rien que pour cette scène, elle aurait dû avoir une nomination aux Oscars. Et ça montre vraiment le biais que l'Académie des Oscars et les cérémonies de remise de prix en général continuent d'avoir contre les films d'horreur. Parce qu'en fait, une scène comme ça dans un drame classique, un drame historique, où t'as une actrice qui livre un monologue en plan séquence pendant 5 minutes, qui est bouleversant, qui est drôle, qui va résumer un petit peu toute la psychologie du personnage. Et c'est sûr qu'elle est nommée aux Oscars, en fait. Il n'y a pas de doute. Mais là, on est dans un film d'horreur un peu camp avec du sang. Donc forcément, ça n'a pas retenu l'attention de l'Académie des Oscars et c'est bien dommage. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, c'est ce qu'on disait plus tôt, dans cette séquence-là, elle révèle que c'est une meurtrière, mais il y a aussi quelque chose de très touchant parce qu'elle commence en disant qu'elle se sent comme un échec, qu'elle réussit jamais rien, et donc qu'elle réalise qu'elle est un petit peu banale, qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour être une star. Et je trouve ça vraiment très très bien joué de la part du scénario. Failure. I'm not pretty, or naturally pleasant, or friendly. I'm not smart, or funny, or confident. Oh, si, t'es drôle. C'est vrai qu'elle a au moins ce talent-là, quand même. Malgré elle, mais elle est très drôle. C'est clair. Elle aurait dû se lancer dans la comédie, en fait. Toute cette séquence t'a pas mal stressé jusqu'à la mort de la belle-sœur, puisque la belle-sœur, comme le projectionniste, finit par dire « Ouh là là, j'avais pas vu l'heure, j'ai mon cours de piscine qui va commencer. » Elle le dit très tard quand même, parce que moi j'aurais été là... Moi aussi, je pense qu'elle a compris quand même qu'il fallait pas l'agresser d'une manière ou d'une autre, et donc elle reste le plus longtemps possible en lui disant « Mais oui, t'inquiète pas, non, mais t'inquiète, je le dirai à personne, tout ce que tu m'as dit, tout ça. » Mais évidemment, ça finit mal. Encore une fois, alors là, c'est pas à la fourche, c'est à la hache. Really? Yes. I hate you so much for leaving me here. Sometimes I hope you die. I'm sure you don't want to hear about a stranger satisfying your life, and I swear it was only once. It was a mistake. You guys get everything you want. You're not gonna say anything, are you? Oh putain. Il y avait plus d'air dans la pièce à la fin. T'avais tout aspiré. Ouais. Elle commence à avoir globalement tué tout le monde. Ouais, il reste plus personne. Et il reste la mère qui est gisante dans la cave et qui a été brûlée et agressée, mais qui est encore un petit peu vivante. Ah bah on sent que la mère elle est tenace. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux expliquer comment ça se finit avec la mère ? Alors dans mon souvenir, elle lui brosse les cheveux. Ah ça c'est horrible. Il y a des petits bouts de chair qui tombent du coup et tout ça. Les quelques cheveux qui lui restent. Oh là là. La folle. C'est horrible. Le bout de chair. C'est dégueulasse. Elle est morte quand elle la place au dîner. Oui. Mais du coup, elle meurt quand En fait, elle meurt dans ses bras. Enfin, je crois qu'elle la récupère dans l'escalier et que sa mère est un peu en train de mourir ou elle vient de mourir. C'est ça. Et elle lui dit « je t'aime » en allemand ou un truc comme ça. C'est ça. En fait, elle a une hallucination où elle imagine que sa mère est en train de lui chanter une comptine en allemand. Oui, c'est ça. Et ensuite, elle crée une espèce de mise en scène macabre dans la cuisine. Ah, c'est horrible. Avec son père donc qui est en fauteuil roulant, sa mère qu'elle place aussi sur une chaise. Son père qui est mort. Hein. Et le cochon qui est en train d'être bouffé par les asticots au milieu. Son père qu'elle a tué en l'étouffant avec une thé d'oreiller, ce qu'on ne voit pas quand même. Et j'avoue que c'est aussi plutôt malin de la part du film de pas montrer la mort d'une personne qui est en fauteuil roulant. Et donc elle les installe tout autour de la table avec le cochon décomposé qui pourrit devant la porte d'entrée depuis des jours et des jours. Et voilà, et elle recrée une espèce de mise en scène de ménagère totalement désaxée. C'est très joli. C'est très joli et il y a son mari qui arrive. Pendant tout le film, on attend qu'il revienne de la guerre et tout ça, et là, il revient. Et c'est marrant parce que du coup, je savais que X était le sequel de ça, enfin, c'était le prequel, sequel. Et en fait, de ce que j'ai compris, il est vivant dedans et ils sont tous les deux en couple et ils tuent tous les deux ensemble. Parce que quand il rentre, on le voit découvrir ce tableau macabre et être un peu scotché par cette découverte. Mais donc, dans le film précédent qui se déroule plus tard, il est comme elle, quoi. Oui, en fait, le film, là, pour le coup, la fin de Pearl joue sur le fait qu'on a déjà vu ce couple opérer ensemble dans X. Mais en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'à ce moment-là, elle se montre telle qu'elle est face à lui. Justement, elle arrête de jouer un rôle et donc on imagine qu'il va l'accepter telle qu'elle est. Dans X, c'est plutôt qu'il
tolère ses tendances meurtrières. D'accord, ok. Par amour pour elle. Enfin, tu vois, il dit, c'est pas tous les jours facile, mais voilà, je l'aime beaucoup, donc je la laisse tuer des gens et les laisser et les donner à manger à l'alligator de temps en temps, tu vois. Oui, d'accord. Donc c'est vrai que C'est Pearl, beau, hein. c'est ça, c'est une vraie preuve d'amour. Et donc Pearl se termine avec elle qui dit je suis vraiment hyper heureuse que tu sois de retour, Howard. C'est très mignon. Le dernier moment du film, très notable et un des plus cultes, c'est le générique de fin. Est-ce que tu peux décrire ce qui se passe lors du générique de fin? Elle regarde Howard et elle lui dit qu'elle est heureuse de le voir de retour et elle lui sourit. Mais de plus en plus, son sourire, après, c'est un plan fixe sur le visage de Mia Goth qui sourit jusqu'à apparaître complètement folle et désaxée et jusqu'à pleurer. Et en fait, c'est ça que je trouve le plus dérangeant. Enfin, c'est ce genre de moment en général. Ça me fait penser, il faudrait que je le revoie parce que ça fait des années que je l'ai pas revu, mais Requiem for a Dream, la mère qui perd la boule. Dans mon souvenir, il y a un truc un peu comme ça, tu sais, où tu sens la folie derrière l'espèce de semblant de normalité. Et là, il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'elle essaie d'avoir un sourire doux et elle est complètement flippante. Oui, elle a la mâchoire complètement crispée et elle a un regard terrifiant et effectivement le visage de plus en plus figé. On a l'impression qu'elle va avoir une rupture d'anévrisme à tout moment et elle a des larmes qui commencent à couler sur le long de son visage. Et tout ça pendant que le générique de fin est en train de défiler. Donc en fait, elle tient la pose, Mia Goth, et on la voit trembler un peu parce qu'elle est en train de tenir la pose pendant de longues minutes pendant que le générique est en train de défiler. C'est un peu le même principe que Call Me By Your Name, en moins romantique. Pas le même esprit, mais oui. Mais c'est un peu le même délire de un plan fixe sur un personnage et son visage qui dure très 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 longtemps. Et sauf que là, oui, ça exprime un peu toute la psychologie de ce personnage qui essaye d'être la ménagère parfaite et en même temps n'y arrive pas du tout. Non. I'm so happy you're home. C'est qui ton MVP de ce film ? Mon MVP, c'est la grippe espagnole, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais c'est sous-jacent pendant tout le film. Il y a la peur d'attraper le virus et on sent en fait surtout qu'il y a une sensation de confinement qui lui fait un peu perdre la boule. Tout le monde porte des masques dans la rue. Exactement. Et elle est très isolée, elle est bloquée avec ses parents, elle vit seule avec eux. Clairement, énorme clin d'œil au Covid. Oui, alors il faut savoir que comme X, Pearl a été tournée pendant la pandémie en 2021 et ce qui s'est passé, c'est que Ti West avait réussi à obtenir tout ce qu'il voulait pour la production de X et le tournage était prévu en Nouvelle-Zélande puisque c'était dans un endroit où il y avait très peu de cas de Covid et donc comme en 2021, l'industrie était encore très perturbée à Hollywood. Le tournage s'apprêtait à démarrer en Nouvelle-Zélande et en fait, Ti West, qui avait déjà travaillé comme réalisateur de séries télé, s'est dit qu'en fait, ça pourrait être malin de réutiliser les décors utilisés pour X et l'équipe déjà sur place pour tourner un deuxième film dans la foulée. Et à ce moment-là, il a demandé à Mia Goth si ça la brancherait aussi et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'ébaucher un scénario qui raconterait plus spécifiquement l'histoire de Pearl avant tous les événements de X. Et en fait, ils avaient 2 semaines de quarantaine obligatoire en arrivant en Nouvelle-Zélande avant de démarrer la production du film. Et il a utilisé ces 2 semaines de quarantaine pour écrire le début du scénario de Pearl avec Mia Goth sur Zoom. Ils l'ont envoyé à A24 qui produisait X et A24 a donné le feu vert. Et donc, au moment où la production de X a démarré, où le tournage de X a démarré, ils ont pu enchaîner tout de suite derrière avec le tournage de Pearl. Et donc, c'est pour ça que c'est la même ferme. Donc, évidemment, avec une esthétique qui a été retravaillée, mais c'est les mêmes décors. A priori, la même équipe. Et il se trouve aussi que à ce moment-là, pas loin en Nouvelle-Zélande, il y avait l'équipe de Avatar 2 qui était en break. Et donc, Ti West a recruté l'équipe d'Avatar 2 pour travailler sur Pearl. Ah, trop bien. Ouais. Et donc, c'est vrai que c'est pas toujours le cas, à part pour Le Seigneur des Anneaux, de tourner 2 films comme ça en back-to-back, mais c'était une manière de tourner de manière économe pendant la pandémie. Et donc, X avait déjà été annoncé. Et en fait, au moment où X a été présenté, je crois, à South by Southwest, ils ont mis un petit teaser en disant, en fait, il y a un deuxième film qui est en préparation aussi. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir Pearl, le film est disponible sur Netflix jusqu'au 15 février en tout cas. Donc ça dépend à quel moment vous écoutez cet épisode. Mais si vous pouvez, regardez Pearl, c'est génial.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Si vous découvrez ou redécouvrez ces portraits de la féminité imparfaite, voire très imparfaite, en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur notre compte Instagram Amis le podcast. On adore vous lire. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire et évidemment nous hyper auprès de tous vos amis. À la semaine prochaine. Salut. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Franchement, déjà, c'est bien. Calme-toi. Wie du es versprochen hast. Pour en plus, elle est allemande, quoi. Y'all see me for who I really am. A star. Arrête d'embrasser tout ce qui bouge là. La vache, l'épouvantail. En fait, l'origin story des MST, c'est ce film. Ouais, c'est ça. Elle est belle cette vache. C'est bien, Sophie. Bah, j'imagine, elle a tué littéralement tous les gens qui sont apparus à l'écran pour l'instant, ils sont morts. Hein, donc, C'est clair. le crocodile a plein de pouvoir. Hein, C'est clair. elle nourrit trop.